Bonjour et bienvenue sur la chaîne Alzheimer jour après jour. Aujourd'hui, je voudrais insister sur 3 choses qui me semblent très importantes à connaître quand on vient d'apprendre le diagnostic d'une maladie d'Alzheimer ou d'une maladie qui s'en rapproche chez une personne que l'on accompagne au quotidien. Quand on annonce ce terrible diagnostic, ça enclenche en général chez la personne malade, souvent, mais aussi beaucoup chez l'accompagnant, une peur terrible. C'est une maladie qui atteint le cerveau, qui va atteindre les facultés intellectuelles de la personne, qui va atteindre sa mémoire, peut-être son comportement. C'est une maladie qui fait peur par son évolution dramatique et on a tous souvent présent à l'esprit le stade terminal de cette maladie, peut-être le moment où la personne ne reconnaîtra plus, ne parlera plus, ne marchera plus. Et on se laisse souvent aller à un pessimisme terrible et à une peur de cet avenir. C'est pourquoi je pense qu'il est important, quand on vous a annoncé ce diagnostic, que vous sachiez 3 choses. La première chose, c'est qu'en ce qui concerne la compréhension de cette personne, qui a donc une atteinte de son cerveau, même si vous avez l'impression qu'elle ne vous répond pas, même si vous avez l'impression qu'elle somnole, qu'elle n'est pas très vigilante, qu'elle n'est pas très présente, peut-être qu'elle a les yeux fermés, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe dans sa tête. Et après 20 ans, plus de 20 ans d'exercice auprès de ces patients-là, je peux vous affirmer que je ne sais jamais à quel moment ils comprennent. C'est pourquoi il est vraiment important de toujours faire comme si la personne comprenait. Si cette personne a perdu le langage, si elle a perdu les mots, si elle emploie souvent un mot pour un autre, on n'a pas toujours le retour. On dit quelque chose et on ne sait pas si elle a compris parce qu'elle ne peut pas nous répondre. De plus, il y a souvent dans cette maladie de grandes fluctuations dans la journée, d'un jour à l'autre aussi, mais aussi dans la même journée, d'une heure à l'autre, d'une minute à l'autre. À un moment, la personne va être très vigilante et parfaitement comprendre, et peut-être qu'une demi-heure après, elle sera complètement endormie dans son fauteuil, mais peut-être que malgré cela, malgré cet aspect de personne endormie, elle va peut-être quand même écouter, peut-être entendre ce que vous dites, et vous serez quelquefois surpris de voir qu'elle a retenu quelque chose que vous avez dit, alors que manifestement vous pensiez qu'elle n'était pas à l'écoute. Donc première chose vraiment importante, toujours parler à cette personne comme si elle comprenait tout le temps. Ça, c'est vraiment la première chose à conserver à l'esprit, y compris jusqu'au bout de la route, jusqu'à la fin de la vie. La deuxième chose importante, c'est que, en tant qu'êtres humains, nous communiquons par les mots, bien sûr, mais dans une communication, les mots ne représentent que très peu de choses par rapport à tout ce que dit le corps, ce qu'on appelle le non-verbal. Les dernières études de psychologie nous apportent la confirmation que les mots dans une communication ne représente qu'un maximum de 15% de la communication. Ce qui veut dire que même si la personne que vous accompagnez ne sait plus parler, ne peut plus parler, même si vous avez l'impression qu'elle ne comprend pas toujours ce que vous lui dites, eh bien il lui reste, et il vous reste aussi, 85% des moyens de communication par tout le reste, c'est-à-dire par le corps, par le timbre de la voix, par l'expression du visage, l'expression de votre corps, par vos gestes et par ses gestes aussi. Et cette personne malade, là aussi jusqu'au bout, elle pourra toujours exprimer avec son corps, elle pourra même crier avec son corps ses émotions. Et ça, c'est vraiment la deuxième chose sur laquelle je voudrais insister. Alors, quelles sont ces émotions? Eh bien, on est tous, au cours d'une journée, dans une des 4 émotions principales. La première émotion, c'est la peur. La deuxième émotion, c'est la colère. La troisième, c'est la joie, et la quatrième, c'est la tristesse. Si on réfléchit bien, on est tous à un moment ou à un autre dans un de ces 4 registres. Alors bien sûr, il y a toute une gamme dans les émotions. La joie, ça peut être simplement quelqu'un qui est serein, qui est calme, qui a un visage détendu, un corps détendu, et semble reposer tranquillement. Ça peut être aussi un grand sourire, ça peut être aussi de la joie. Ça peut être même des chants, pourquoi pas. Ça peut être aussi une joie qui exulte. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la liesse. C'est une joie qu'on peut même partager. Avec ces patients-là, j'ai partagé beaucoup de moments de grande joie. Ça, c'est pour la première émotion. En opposition à la joie, il y a la tristesse. Alors la tristesse, on peut être juste un petit peu triste, on est assis dans son fauteuil, on ne dérange personne, on est simplement là avec un visage très triste.
On ne dit rien, on n'est pas gênant. Donc cette émotion, elle va souvent passer inaperçue parce qu'on n'est pas dérangeant. Je vais vous citer un exemple. J'avais dans mon service une patiente qui était arrivée en début de maladie. Elle marchait encore beaucoup et dans la journée, elle faisait vraiment des kilomètres. Elle faisait le tour du service très régulièrement. Elle avait un visage extrêmement triste. Elle regardait ses chaussures en général en marchant et elle ne communiquait avec personne. Et comme elle ne dérangeait personne, eh bien il était rare que quelqu'un s'arrête effectivement pour lui parler. Elle n'était vraiment pas dérangeante, elle était très calme et on la laissait déambuler. Et un jour, je me suis arrêté à côté d'elle, je l'ai arrêtée dans sa déambulation, je me suis mise en face d'elle, je l'ai regardée et je lui ai dit « Madame Dupont, vous avez l'air triste aujourd'hui ». Et j'ai reflété la tristesse sur mon visage en lui disant cela. Cette femme a relevé les yeux, elle m'a regardé, son visage s'est éclairé. J'ai eu droit à un immense sourire. Enfin, quelqu'un reconnaissait sa tristesse. Elle n'était pas capable de nous le dire, de nous dire « je suis triste » avec les mots, puisqu'elle n'avait plus le langage. Elle était enfermée avec sa tristesse. On passait tous à côté sans la voir, et le seul fait d'avoir reconnu sa tristesse lui avait donné un espace, une ouverture. Et croyez-moi, je n'oublierai jamais le visage rayonnant de cette femme, simplement parce que j'avais reconnu son émotion. Donc ça, c'est la deuxième émotion, la joie, la tristesse. La troisième émotion, c'est la peur. Là aussi, ça peut être simplement la personne qui est recroquevillée sur elle-même, on a l'impression qu'elle redoute quelque chose. Elle est peut-être dans son lit ou dans son fauteuil, complètement ramassée sur elle-même, dans une attitude de crainte. Mais là aussi, elle n'est peut-être pas dérangeante. Et on va peut-être passer à côté de cette peur, si on ne regarde pas. Et puis ça peut être simplement, ça peut être aussi de manière beaucoup plus intense, vraiment une peur panique. Car rappelez-vous, quand vous avez une maladie de la mémoire, quand par moment vous ne savez plus où vous habitez, vous ne savez peut-être plus avec qui vous habitez, peut-être que vous ne reconnaissez pas toujours votre mari ou votre enfant qui vous accompagne, quelle panique on a le droit d'avoir dans ces moments-là. Donc la maladie d'Alzheimer est une maladie qui fait peur non seulement à la famille, à l'accompagnant, mais aussi à la personne. C'est extrêmement angoissant de ne plus savoir qui on est, où on est. Donc on a complètement le droit d'avoir peur et quelquefois même de crier cette peur sous forme de cri, sous forme de pleurs, sous forme de panique, d'accès de panique. Ça c'est la troisième émotion et elle est très souvent présente chez ces patients-là. Et puis la dernière émotion, c'est la colère. Alors là aussi, quand je ne peux pas m'exprimer, ou quand je m'exprime, que je dis des mots et que j'ai l'impression qu'en face on ne comprend pas parce que je n'ai pas utilisé le bon mot, que je n'ai pas fait la bonne phrase, que ça fait 3 fois que je répète ce mot qui n'est pas le bon et qu'en face on ne comprend pas, eh bien oui, j'ai le droit de me mettre en colère. Oui, parce que je suis incompris. Alors ça peut être simplement une colère rentrée qui ne demande qu'à partir. Et si on ne la regarde pas, eh bien peut-être que la colère va partir. Si quand j'arrive le matin au chevet de la personne malade, si j'oublie de regarder dans quel registre elle est, si elle est recroquevillée, les poings serrés peut-être, tout le corps tendu, parce que peut-être elle a mal dormi, peut-être qu'elle a une douleur insupportable depuis plusieurs heures, si j'ai oublié de regarder cela, peut-être que le coup va partir. Peut-être que la colère va s'exprimer physiquement. Peut-être aussi qu'elle va simplement s'exprimer par des mots, par des cris. Et cette peur, cette colère, elle est aussi très présente dans le quotidien des personnes qui accompagnent ces malades-là. Et très souvent, on se prend des coups parce qu'on n'a simplement pas regardé la colère qui allait venir. Alors la deuxième chose importante à savoir, c'est vraiment le non-verbal. Tout ce que la personne vous apporte sur un plateau et toutes ces émotions qu'elle vous apporte vraiment et que souvent, trop souvent, nous oublions de regarder. Alors regardez la personne, en particulier quand vous commencez la journée ou quand vous allez commencer à vous occuper de cette personne-là, posez-vous 2 secondes et regardez dans quel registre elle est. Est-ce qu'elle est dans la joie? Est-ce qu'elle est dans la colère? Est-ce qu'elle est dans la tristesse? Est-ce qu'elle est dans la peur? La colère est peut-être l'émotion la plus dérangeante dans le quotidien. Mais on peut donc désamorcer la colère en quelques secondes en reconnaissant simplement l'émotion de l'autre, la colère en l'occurrence. Donc souvenez-vous, regardez la personne. Vous ne savez pas quand est-ce qu'elle comprend, donc vous allez toujours vous adresser à elle comme si elle comprenait toujours, tout et tout le temps. Deuxième chose, vous allez regarder ce qu'elle vous dit avec son corps, vous allez rechercher les émotions
les 4 émotions principales, elle est forcément dans un de ces 4 registres, la joie, la tristesse, la colère ou la peur. Et la troisième chose, vraiment très importante, que je voudrais vous dire quand on vous annonce ce diagnostic de maladie d'Alzheimer. On met sur le front du malade une étiquette Alzheimer ou Parkinson avec troubles cognitifs. Il ne faut pas à ce moment-là confondre cette terrible maladie et le malade qui en est porteur. Il y a une maladie et il y a des malades. J'ai vu parfois des patients qui étaient très bien intégrés dans leur entourage familial, dans leur milieu familial. On leur demandait souvent leur avis pour beaucoup de choses et ils étaient parfaitement capables de le donner parce qu'en début de maladie et même loin dans la maladie, on est parfois capable de donner son avis pour plein de choses. Cette personne bien insérée à qui on demande son avis, tout d'un coup, on sort de la consultation mémoire avec ce diagnostic sur le front et tout d'un coup, on marginalise la personne. On considère que parce qu'il a cette foutue maladie, il n'est plus capable de donner son avis et on ne lui demande plus son avis. Et ça, c'est vraiment la chose qu'il faut éviter. Parce que jusqu'au bout, cette personne, certes, elle a une maladie, mais ça reste un homme et une femme, avec son passé, avec son vécu, avec bien sûr sa maladie, mais avec aussi toute sa richesse, et ça le restera jusqu'au bout, jusqu'à ses derniers instants de vie. Alors souvenez-vous, oubliez l'étiquette de maladie et occupez-vous de cette personne malade avec tout votre amour. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à très bientôt pour une prochaine vidéo où je vous raconterai une belle histoire.